Dimitri Pavlenko. Alors hier à ce micro, la politologue Chloé Morin disait qu'après le vote sanction des législatives pour Emmanuel Macron, le centre de gravité du pouvoir était peut-être passé de l'Élysée à l'Assemblée nationale. Le pouvoir aurait traversé la Seine comme sous Vincent Auriol ou René Coty. Rarement du Parlement on aura autant parlé, et on va beaucoup parlementer toute la semaine dans les partis, entre partis également, pour savoir qui travaillera avec qui dans cette nouvelle Assemblée. Alors comment fonctionnera la machine législative dans les mois à venir, sachant que les partis français, on le sait, n'ont pas de culture de coalition véritablement, sachant également que la dissolution demeure une option pour Emmanuel Macron, même si elle n'est pas à l'ordre du jour. Voilà, pendant la campagne, rappelez-vous, Jean-Luc Mélenchon plaidait le retour du parlementarisme dans la vie politique française. Y sommes-nous? On en parle ce matin avec Bruno Jeudi, éditorialiste politique, rédacteur en chef à Paris Match. Je fais pas cette tête, Bruno, enfin. Ce que je dis est censé. C'est le matin, ce que je dis est censé. J'espère en tout cas. François Calfon, bonjour. Éditorialiste, membre du bureau national du PS. Bonjour, François. Oui, c'est un bonjour enjoué. Voilà. Et Olivier Roucan est avec nous également, politologue, enseignant-chercheur en sciences politiques au CERSA, le Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. Bonjour Olivier Roucan. Bonjour. Je signale votre dernier ouvrage paru chez L'Harmattan, Régénérer la démocratie par les territoires. Tiens, justement, la situation politique, vous la voyez comme une séquence de régénération de la vie politique française après un quinquennat sans grand enjeu, on va le dire, à l'Assemblée nationale, disons qu'on peut avoir, avec un Parlement plus dynamique et dans tous les cas avec des groupes d'opposition plus forts, on peut avoir des discussions et des délibérations plus animées. Peut-être une ouverture sur des amendements venant de plusieurs groupes. On en a eu des amendements dans les précédents quinquennats. Mais des amendements acceptés, délibérés, discutés. On peut avoir comme ça une évolution de notre culture politique qui est quand même depuis des années complètement saturée par le président, du matin au soir le président. Donc ça peut aider les Français à comprendre que la politique c'est du collectif, mais on voit quand même le risque qu'il y a aussi de s'enfermer dans un théâtre finalement, une théâtralisation dans cette assemblée qui porterait préjudice alors, si c'est une théâtralisation qui est faite de coups symboliques, qui porterait préjudice. Oui, il y a un risque que le Parlement ne soit qu'une tribune en fait pour des oppositions qui veulent juste bloquer le pouvoir. Et alors on retourne à cette mauvaise image qui n'est qu'une image d'ailleurs, parce qu'il y a quand même eu des choses bien sous les 3e et 4e Républiques, d'un parlementarisme qui se perd dans les sables de discussions incessantes et vaines. Voilà, donc ça c'est l'esprit de responsabilité des acteurs qui va beaucoup compter. Voilà. Est-ce qu'on est en crise politique, Bruno Jeudi? On lit ça un peu partout et on dit ah là là, ça y est, la machine gouvernementale va être complètement paralysée. Moi, de ce que j'entends d'Olivier Roucan, finalement c'est peut-être une bonne nouvelle. Et c'est ce que disait Pierre Manon à ce micro tout à l'heure. Finalement, cette assemblée, elle est peut-être plus représentative que le précédente et c'est peut-être une bonne nouvelle pour la démocratie. Représentative peut-être, de toute façon c'est le choix souverain du peuple, mais ça ressemble quand même à une crise politique par rapport à un pouvoir, celui d'Emmanuel Macron, qui avait conçu son deuxième quinquennat de manière bien différente et sûrement pas en passant par des compromis, parce que Emmanuel Macron, qui se rêvait en De Gaulle, est en train de devenir ou sur le point peut-être de devenir un René Coty, donc c'est pas du tout ce qu'il avait envisagé. Et c'est vrai, la question c'est est-ce qu'Emmanuel Macron est capable, et il n'a pas le choix, de se plier à la au nouveau paysage politique qui est sorti des urnes dimanche soir, puisque là, cette fois-ci, il va devoir peut-être refaire totalement son casting. Est-ce que Madame Borne est la femme de la situation pour faire émerger les compromis à l'Assemblée? Est-ce que il aura la structure au sein de sa majorité, président d'Assemblée, président de groupe? On a vu que son écosystème politique a été décapité. Richard Ferrand battu, Christophe Castaner battu. On peut ajouter aussi Patrick Mignola, le patron des députés centristes, battu. Le premier questeur battu. Donc il a tout ça à revoir pour pouvoir sortir le pays, sortir surtout son organisation politique pour la rendre opérationnelle. Or aujourd'hui, tout est paralysé, tout est bloqué. On voit d'ailleurs que l'agenda de la majorité, l'agenda de la Macronie est complètement
finalement mis en stand-by. Demain devait être inauguré le fameux Conseil national de la refondation. C'est repoussé sine die. Déjà, le Conseil des ministres aujourd'hui, pareil, il n'aura pas lieu. Voilà, non, mais là, d'abord, il y a eu un effet de sidération, peut-être même un déni, parce que ce qui est un peu surprenant, c'est qu'il soit pris de court. Franchement, la majorité relative, on la voyait arriver. Alors peut-être pas aussi minuscule, puisque là, on se retrouve avec. Il faut qu'ils trouvent 44 ou 45 députés, sièges manquants. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a l'impression quand même qu'ils sont vraiment pris de court et qu'ils n'avaient pas envisagé, comme si c'était finalement inenvisageable, de ne pas avoir la majorité absolue. Donc François Calfon, comment vous regardez ça? Crise politique ou pas? Est-ce que c'est grave, docteur? Écoutez, c'est de façon anticipée la fin assez piteuse du macronisme. Et c'est la fin piteuse du macronisme parce que ce qui a fin, carrément. Oui, qui va partir en quenouille, si j'ose dire. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Le défaut, qui n'est pas qu'un défaut de communication d'un président qui vient d'en haut, qui ne connaît pas les territoires, puisque vous parlez des territoires, et qui a des éléments d'incompréhension, voire de mépris pour les Français, c'est la façon dont il a décidé de mener cette double campagne présidentielle et législative, en faisant de la popole, comme il dit d'ailleurs lui-même. C'est-à-dire, je choisis mon ennemi avec le Front républicain, dont on a vu qui était à géométrie vraiment variable, et cela a fonctionné comme il le pouvait aux élections présidentielles, sans faire campagne. Et sans faire campagne également au second tour. Et j'ai envie de dire, parce qu'on en parlait un petit peu hors micro, il y a un certain nombre de gens qui auraient été prêts à ce qu'il y ait comme ça pour faire progresser le pays un minimum de consensus, qui n'ont même pas été, comme on dit, traités par Emmanuel Macron, et qui a décidé, moi je me souviens de ce qu'il se disait, de ne pas traiter Édouard Philippe, de ne pas traiter le MoDem, en considérant qu'il était dans la toute-puissance de sa verticalité. Eh bien, ce matin, depuis dimanche, il prend un boomerang extrêmement violent. Et je crains, je vais vous dire ma crainte, c'est pas les aspects juridiques ou institutionnels, ma crainte c'est que l'homme ne soit pas l'homme de la situation. Celui qui ne sait pas dialoguer au sein de sa propre majorité, dialoguer avec les groupes politiques, dialoguer avec les Français, et maintenant dans une situation où il faudrait être un homme de dialogue hors pair. Or, il ne l'est pas. Et alors il veut dialoguer aujourd'hui, vous avez vu, il va recevoir les patrons de parti, le premier Christian Jacob à 10h. D'Emmanuel Macron, c'est que dans sa toute puissance, il ne connaît pas l'horizontalité. Il ne connaît que la verticalité. Donc là maintenant, il faut qu'il soit un président de compromis. Et là, on n'a pas parlé des Français. Je suis fasciné par le fait qu'on ne parle plus des Français dans ce jeu parlementaire. C'est quoi un compromis ? Eh bien, je pose le devoir au président de la République de voir avec un sourire, parce que on me prendrait autrement pour quelqu'un d'arrogant. Le devoir, c'est qu'on est dans un pays qui est confronté à une guerre sur le territoire européen, c'est ça la réalité. Une hyperinflation, que les taux d'intérêt remontent, bref, qu'il y a un effet ciseau sur le plan social et économique. Les Français sont extrêmement angoissés. Si on regarde le camembert que tout le monde commente, nous serions dans n'importe quel pays de culture parlementaire, on trouverait facilement, bien plus facilement qu'en Allemagne ou en Israël, qui fait ça tous les matins, une majorité d'action. Ils vont retourner aux urnes, là, d'ailleurs, les Israéliens. D'accord, mais parce qu'à un moment, après avoir voté, parce qu'il n'y a pas de fait majoritaire, puisqu'il n'y a pas d'élection présidentielle. Bon, donc si on raisonnait avec l'intérêt du pays et avec un minimum d'horizontalité, l'équation ne serait pas insoluble. Simplement, il y a la culture politique du pire représentée. Mais attendez, il y a quand même une question qui se pose. Et là, je vais la poser à Olivier Roucan, parce qu'on commence à lire dans les journaux ce matin, il faut refonder la République. Peut-être que la 5e est arrivée au bout du bout. Voilà. Alors, est-ce que nos institutions actuelles, Olivier Roucan, permettraient, si effectivement on se mettait à une sorte de culture du compromis, comme dit François Calfon, est-ce que notre système serait assez plastique, assez souple pour fonctionner de la sorte ? Parce qu'on disait la cohabitation, ça ne marchera jamais, et ça a marché finalement. Oui, mais la 5e est plastique, elle est souple, puisqu'elle est à la fois parlementaire et semi-présidentielle, semi-parlementaire. Donc, on peut faire beaucoup de choses, et on l'a vu par le passé. Oui. Bon, donc, d'ailleurs, j'ai pas entendu Jean-Luc Mélenchon dire il faut aller à la 6e République, etc. Le problème, c'est le quinquennat qui nous a privés d'ailleurs de cohabitation. Or, la cohabitation était une respiration et modérait les excès du présidentialisme. Donc c'était bien la cohabitation finalement. Les Français l'appréciaient, et la cohabitation, et surtout ce qui était très essentiel, c'était le décalage entre le mandat présidentiel et le mandat des députés.
Donc le 6-4, par exemple, serait une bonne chose aujourd'hui. Mais là, les Français ont trouvé la parade, parce qu'ils élisent un président, et 70 jours plus tard, ne lui donnent pas la majorité. La cohabitation tempérait le présidentialisme, mais elle ne l'effaçait pas. Alors que là, vous avez par excès de présidentialisme macroniste, on va se retrouver peut-être dans une situation de 4e République. C'est-à-dire que le jeu de balancier va être très fort. Et alors, l'esprit de responsabilité, c'est quoi ? Ça peut marcher, mais ça va reposer beaucoup sur les acteurs, sur les personnes qu'on va placer ici ou là, à l'Assemblée. Donc quand on voit Marine Le Pen dire on va être des bons élèves, on va se former, on va apprendre, on va jouer le jeu, on travaillera avec Emmanuel Macron, c'est plutôt, on va dire, rassurant. Enfin, à suivre, à voir, parce que la tentation de l'effet de tribune, et alors ensuite, la difficulté par rapport à ça, c'est que les blocs présentés dans le camembert, dans le demi-camembert pour l'instant comme homogène, c'est-à-dire NUPS et Ensemble, est-ce qu'ils vont le rester ? Et s'ils ne le restent pas, ça donnera des recompositions de majorité éventuellement, texte après texte, voire après plus massivement, et les électeurs là-dessus n'auront aucune prise. Et ça va quand même les fâcher, parce que les électeurs, ils aiment bien décider et ensuite avoir une cohérence de gouvernement. Bruno Jeudi, alors on lit dans les journaux aussi qu'il y a une espèce d'opération de transfert assez importante là d'acteurs majeurs de la Macronie. Les meilleurs joueurs peut-être vont être envoyés au Parlement pour guider, orchestrer le groupe. Alors je vous dis ce qu'on lit. On parle pour diriger le groupe, remplacer Christophe Castaner, qui est une grosse perte pour Emmanuel Macron, de Roland Lescure, qui a déjà fait 5 ans comme député, vient d'être élu, d'Olivier Véran, pourquoi pas, pour la présidence de l'Assemblée. Plusieurs noms circulent. Barbara Pompili, qui était ministre, est une femme, ça c'est bien. Il y a Elbron Pivet aussi, qui a dirigé la commission des lois. Qui est ministre aujourd'hui. Qui est ministre. Gérald Darmanin aussi. Le Figaro nous dit Gérald Darmanin va peut-être quitter l'intérieur pour aller à l'Assemblée nationale, reprendre son écharpe d'élu, et pourquoi pas être le candidat du groupe macroniste pour la présidence de l'Assemblée. Édouard Philippe. Non, mais c'est sûr qu'ils doivent réfléchir. Je vous disais, Emmanuel Macron vous dites François Calfon, c'est pour embêter Édouard Philippe, ça. Non, au contraire, je pense que les liens... je parle sous le contrôle de Bruno Jeudi, mais je pense que la clé, parce que ça a été dit très intelligemment et de manière pertinente, dire que le groupe Ensemble est cimenté aujourd'hui, c'est se tromper. C'est-à-dire que maintenant, il y a une tripartition très claire entre les marcheurs, le MoDem, et donc Édouard Philippe. Rien qu'au sein de ce groupe, faut pouvoir le tenir. Donc il faut une personnalité soit au groupe, soit à la présidence de l'Assemblée nationale, qui puisse déjà assurer la cohésion et puis discuter avec les autres. Sans compter le rapprochement ces dernières semaines un peu inattendu d'Édouard Philippe et de François Bayrou face à Emmanuel Macron. Plusieurs dossiers les ont opposés ces dernières semaines. Le président de la République, c'est une cohabitation au sein de la majorité. On ne peut pas dire ça encore, mais ça peut le devenir. On voit bien qu'il y a eu beaucoup de différents et quelque part Bayrou et Philippe vont pouvoir faire entendre leur voix. Non, moi je pense que le président de la République est obligé de revoir son casting. Ce qu'il avait prévu, ce qu'il avait commencé à ordonnancer ne tient plus aujourd'hui, et il est décapité à l'Assemblée nationale. Ce sera extrêmement compliqué, surtout si il va essayer de trouver ce que Elisabeth Borne appelle des majorités d'action. Bon, pour trouver des majorités d'action, il faut d'abord les gens pour organiser ces compromis, il faut ensuite des gens au poste clé pour, maintenir dans le temps ces majorités d'action. Un mot de la NUPS quand même, on n'en a pas beaucoup parlé. On a François Calfon avec nous. Alors, semble-t-il, l'OPA de Jean-Luc Mélenchon sur la gauche a échoué. Olivier Faure, dans Le Parisien, donc le patron du Parti Socialiste, nous dit qu'il n'y a pas besoin d'un groupe unique. La NUPES est déjà la coalition la plus importante. François Calfon. Moi, je ne fais pas de la langue de bois. Il y a déjà eu, sur la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, sur laquelle il faudrait revenir. C'est-à-dire que ça a été dit souvent. Je vais le dire d'une formule simple. L'Union de la gauche a gagné, Jean-Luc Mélenchon a perdu. C'est-à-dire que l'Union de la gauche, elle a permis qu'on ait 160 députés en tout, en comptant avec les divers gauches. D'optimiser le résultat. Jean-Luc Mélenchon a perdu. Pourquoi ? Parce qu'on a perdu la gauche populaire, on a perdu les territoires ruraux. C'est ce qu'a dit Fabien Roussel. En gros, c'est réduit aux acquis. Ce que nous savions, moi j'avais écrit un manifeste pour la gauche populaire, des centres urbains, des banlieues des métropoles. Mais le discours anti-police, anti-entreprise, anti-institution de Jean-Luc Mélenchon n'a fait qu'effrayer ceux
que nous souhaitons défendre, c'est-à-dire les classes populaires. Donc que cela s'exprime par des grands patrons de territoire. Je vous rappelle que tous les présidents de la région étaient très sceptiques sur cette alliance et que cela s'exprime au Parlement maintenant, rien n'est moins surprenant. Le Parlement, ça n'est pas un cirque pour quelques députés médiatiques. À un moment donné, il y a un principe de réalité et nous, la gauche socialiste, nous souhaitons le bien des gens, nous souhaitons des politiques publiques et non pas simplement l'outrance verbale finalement comme guide de l'action politique. Très intéressant. Merci à tous les trois. Merci Olivier Roucan d'être venu nous voir. Je vous donne le titre de votre ouvrage, Régénérer la démocratie par les territoires. C'est paru chez L'Harmattan. Bruno Jeudi était avec nous et François Calfon. Merci. À la semaine prochaine, messieurs.